préfères investir 5 000 € maintenant dans tes compétences ou perdre 50 000 dans 3 mois, tu peux prendre une décision de merde en 2 secondes comme tu peux la prendre en 2 ans. Jusqu'à ce que je me rende compte que après 20 minutes, en fait, je gère la mauvaise objection qui n'est même pas une objection, qui est un écran de fumée. 90% des objections, c'est de l'incertitude. Tu mets la petite carte joker. Là, j'ai pris la décision la plus rapide et émotionnelle de ma vie. Ça va, Elliot? Ça va et toi? Yes, très très bien. Très heureux de te recevoir aujourd'hui. Elliot, t'es mon petit poulain, je te laisserai te présenter après. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale où je me suis dit, on fera un épisode, ensuite un peu podcast, interview, mais dans un second temps. Là, je me suis dit, ça peut être un truc qui peut être vraiment intéressant, c'est qu'on fait beaucoup d'écoutes d'appels au sein de Reframe, notre accompagnement avec Alex. J'en ai fait beaucoup avec toi. Il faudrait qu'on calcule le nombre d'heures de coaching qu'on a fait ensemble. Yes, Mais on en a fait énormément et l'objectif aujourd'hui, c'est de partager un peu un coaching qu'on peut faire, une écoute d'appel spécifique sur la partie objection ensemble et de le partager à toutes les personnes justement qui vont pouvoir nous voir un peu pour voir déjà qu'est-ce que tu fais de bien parce que tu es déjà un très bon closer et potentiellement qu'est-ce qu'on peut optimiser aussi en dehors de est-ce que j'aurais pu le closer ou le lead, mais plus moi en tant que closer, tu vois, qu'est-ce que j'aurais pu optimiser. Donc l'idée c'est voilà, on va écouter une phase de gestion d'objection que j'ai pas écouté du tout, donc on va découvrir ça ensemble et l'idée voilà, ça va être de pouvoir te faire des feedbacks et voir qu'est-ce qu'on aurait pu optimiser. Je fais juste un disclaimer, je vais faire plein de feedback pour les gens qui nous regardent pour maximiser l'heure qu'on a ensemble. On est assis, là c'est facile de faire des feedbacks, ok, c'est une écoute d'appel, il y aura jamais un appel qui sera parfait. L'idée c'est de mettre de la conscience sur qu'est-ce qu'on aurait pu optimiser et aller chercher le 1%. Et l'idée c'est aussi de faire conscientiser aux gens qu'est-ce que tu fais déjà de très bien, surtout pour ceux qui connaissent pas forcément notre méthode avec Alex, la méthode Avir de gestion d'objection. J'en profite d'ailleurs, on a un school qui est totalement gratuit, on a plus de 5 heures à peu près de formation vidéo qu'on a créé avec Alex, donc il y a des vidéos théoriques, il y a des vidéos pratiques, il y a des extraits d'appels de moi, il y a des extraits d'appels de toi ou de coaching en tout cas qu'on a fait ensemble. Je vous partage le lien, c'est totalement gratuit dans la description. Avant qu'on commence, tu peux te présenter peut-être rapidement Bien sûr. Du coup, je m'appelle Elliot, j'ai 21 ans. En vrai, ça fait 2 ans que je suis dans le closing. C'était un pote à l'époque qui m'avait recommandé Alex. Donc j'étais tombé sur la V1 de votre accompagnement. Donc, la V0. La V0, donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un max de proximité. Et voilà, aujourd'hui, vous me faites confiance et pour travailler avec vous, on collabore sur plusieurs projets. Et puis vous me placez sur des écosystèmes, sur des challenges, etc. Donc, on a développé une relation un peu plus proche, donc c'est top, on s'apporte beaucoup. Et yes, pour corroborer aussi avec ce que tu disais, forcément tu vas me donner plein de feedback. Moi, l'objectif à la fin, c'est de pouvoir garder 2-3 choses à vraiment pouvoir implémenter, même si c'est important et même si tous tes feedbacks sont importants et pertinents, que derrière moi aussi je puisse retourner sur le podcast cette fois-ci et pas l'appel enregistré sur le drive pour aller chercher d'autres feedbacks. Donc ouais, c'est important juste ce que tu dis, je le rappelais, mais moi mon style de coaching, parce que c'est ce que j'aime le plus, c'est faire beaucoup de feedback, mais par contre systématiquement, et tu le sais, je te l'ai toujours dit à toi et à tous les coachés que j'ai, c'est ayez 1, 2, 3 points grands maximum à adapter, les mettre en place et ensuite passer à 3 autres et à 3 autres et à 3 autres. J'en parle beaucoup, mais c'est vraiment comme ça qu'on grandit et ça passe aussi avec les coachings, avec vos coachs ou vos mentors, mais ça passe aussi par vous-même. Je sais que par exemple toi aussi tu le fais. Moi je l'ai beaucoup fait, d'écouter ses propres appels, remettre en question ce qu'on fait, ce qu'on peut optimiser, ce qu'on fait déjà de bien aussi et capitaliser sur tes forces. Donc nickel, let's go, on va faire ça. Du coup, si tu peux juste nous donner du contexte très rapide sur le type d'offre que tu vends, sans rentrer dans les détails et le type de prospect que c'est, parce qu'on va pas écouter la partie découverte. Encore une fois, je fais un disclaimer, là on écoute la partie objection. Si on devait vraiment faire une analyse, il fallait écouter aussi la partie découverte pour voir qu'est-ce que tu aurais pu optimiser, peut-être qu'est-ce que tu as fait déjà de très bien, comprendre aussi le prospect, écouter le pitch aussi pour voir est-ce que tu te crées pas des objections dans le pitch. Bref, là on n'aura pas le temps, donc on va écouter que la partie objection, mais si tu peux mettre du contexte peut-être, ça peut être bien. Ouais, 100%. Alors l'offre en l'occurrence, c'était pour s'améliorer côté webinaire, donc forcément pour développer son canal d'acquisition côté webinaire. La personne en l'occurrence avait déjà un business, elle a beaucoup d'ambition, donc j'ai beaucoup capitalisé sur la vision. Évidemment, la douleur de ne pas avoir ce qu'elle veut, mais beaucoup la vision parce qu'elle a de très gros projets derrière. Au global, je pense que ce que j'ai bien fait, c'est que étant donné qu'elle me l'a fait savoir assez tôt dans l'appel, elle était à l'aise avec le closing, elle connaissait les process, je me suis positionné de manière à amener à chaque fois du contexte. Quand j'expliquais des frames, quand j'apportais des perspectives, etc. Parce que c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, dans le monde du closing, qui posent des questions aux prospects sans jamais savoir pourquoi, au fond, je les pose, ou qu'est-ce que je veux aller chercher concrètement derrière, ou qu'est-ce que je veux débloquer chez mon prospect. Donc, c'était important pour moi aussi de lui apporter du contexte. Et l'appel au global, la personne est coachable, la personne est congruente de ce que j'entends. Maintenant, elle est congruente dans une certaine limite, étant donné qu'elle n'a pas atteint les objectifs qu'elle souhaite. Donc voilà, pour donner un petit peu du contexte. Super, parfait. Bah écoute, on va commencer direct. On va écouter ça. Je vais mettre des pauses du coup et je ferai des feedbacks. En termes de process de paiement,
Ouais. Je sais qu'à l'époque, il y avait des modalités de paiement en plusieurs fois. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? 100% en fonction des personnes et en fonction de la raison, ça nous arrive de faire des paiements plusieurs fois. Ok, très bien. Ok, c'est hyper intéressant. Déjà, good job. Juste déjà, on va faire un point sur qu'est-ce que tu fais de bien. Où il y aura la majorité des closers qui auraient dit ah oui, on peut payer en 2 fois, 3 fois, 6 fois, 1000 fois sans frais CPF. Ok, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand on a une objection, un début d'objection qui pointe, qui est l'aspect financier, c'est une bonne chose déjà de pas présupposer ce que tu as fait. De pas non plus dire non, on le fait pas, ou de pas non plus dire oui, on peut faire facilement sans aucun souci. Oui, bien sûr, on peut le faire selon certaines personnes, etc. Moi, une question que j'aime bien me poser aussi, mais après derrière, c'est de dire juste qu'est-ce qui t'amène à te poser cette question pour que je vois comment t'aider, potentiellement. Ça me permet aussi rapidement d'aller sur l'objection. T'es pas obligé. Mais en tout cas, déjà, ça, c'est une bonne chose. Et surtout, jamais l'erreur à faire, ça aurait été, oui, ben, on peut payer en 3 fois, 4 fois, 6 fois, qu'est-ce qui serait faisable pour toi? Ça se passe comment, là, par exemple, si je me dis, OK, pendant le mois de mai, je veux vous rejoindre, enfin, le mois de mai, potentiellement, tu vois, cette semaine-là, parce que, tu vois, j'aime bien prendre le temps, tu vois, de prendre mes décisions. J'aime pas prendre mes décisions à chaud, même si ça, c'est juste une histoire de un jour, mais c'est déjà... Ok, donc objection, je vais y réfléchir, je prends pas des décisions à chaud. C'est une bonne chose. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous regardent. Je pense que c'est l'écran de fumée numéro 1. Je dis l'écran de fumée parce que c'est pas une vraie objection au passage, mais c'est l'écran de fumée numéro 1, donc on va voir ça. Est-ce que, par exemple, si dans la semaine, je reviens vers toi pour te dire, OK, go, comment ça se passe? Tu m'envoies un lien de paiement et après, j'intègre... Ouais, c'est ça. Lien de paiement et derrière, tu as un onboarding avec un coach pendant 30 minutes qui te présente un petit peu l'accompagnement, tes premiers pas à faire. Ouais. Ok. Ça te va du coup, Elliot, si je te fais un... Enfin, je sais pas si c'est possible de ton côté, mais si par exemple là on est lundi, je te fais un retour max mercredi matin. Alors, concernant le logistique, on ferme les candidatures demain soir à minuit. Ok. Donc max... au-delà de demain soir, il faudra attendre quelques mois avant de nous rejoindre. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Là, en l'occurrence, fermez les portes plus ou moins. Mais même si vous vendez une offre où vous fermez vraiment pas les portes, là, pour le coup, c'était vraiment, parce que je connais l'offre, c'était vraiment gapé en termes de nombre. Mais même si tu fermes pas les portes, première étape juste de la gestion d'objection que tu fais très bien, c'est accueillir l'objection. Ok, nous, on a un process à vire, à accueillir, rattacher au véhicule, isoler, reframer. On va le voir en détail là pendant le process. Mais c'est accueillir l'objection et quelque chose déjà de positif que je peux voir, c'est que tu mets pas de frustration et de friction. Il y a beaucoup de closers et c'est normal, mais quand tu enchaînes les appels, quand tu as encore un prospect qui te dit je vais réfléchir, voilà, verbalement, en fait, intérieurement et même extérieurement, tu as un peu cette frustration-là et cette friction qui peut te dire bon, réfléchir à quoi, tu vois? Tu me fais chier, tu vois? Donc déjà, good job, juste ça se voit que tu es détaché de la vente, ça se voit que tu es calme. Ouais, écoute, il n'y a pas de souci, écoute, on pourra en discuter, on pourra voir, t'accueilles l'objection, déjà. Donc, et aussi, pour ceux qui nous regardent, il y a deux types de pression. Il y a la pression interne qu'on va créer avec le prospect, ça c'est ce qu'on va prioriser, et il y a la pression externe. C'est rare que je l'utilise, et là on était en challenge, donc je me suis dit bon vas-y, je mets la petite carte joker aussi. Je le rappelle que factuellement, à la fin de la semaine, on coupe les admissions. Maintenant, ouais, n'oubliez pas de prioriser la pression interne tout au long de toute façon, ça se fait tout au long de l'appel de closing. 100%. Donc voilà. Et ouais, ne soyez pas ce closer qui close uniquement sur il n'y a plus de place, uniquement pour toi exceptionnellement. Vas-y, je vais appeler Alex. Par rapport à ce que je t'ai présenté, par rapport à notre véhicule, notre manière de fonctionner, est-ce que ça fait du sens déjà? Franchement, ouais. Surtout la partie, tu vois, duplication. Ok, donc ça c'est bien. Juste, on accueille l'objection. Ok, il n'y a aucun souci, Elliot. Tu vois, tu peux y réfléchir. Tu peux revenir vers moi dans les prochains jours. Imaginons que je suis pas en challenge. On pourra se rappeler, etc. Juste avant que tu ailles réfléchir, quelque chose qui est important pour moi, c'est l'alignement. Par rapport à ce que je t'ai présenté aujourd'hui, à quel point tu as de la certitude que ça va t'amener à X. Ok, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire? Bref, peu importe. Tu l'as très bien fait, rattaché au véhicule. Pourquoi on fait ça? Juste pour les gens qui connaissent pas forcément le process, il y a plusieurs raisons et tu pourras aussi donner ton avis de le faire tous les jours parce que du coup, Elliot, il prend des appels tous les jours avec les prospects. Mais déjà, la première raison, c'est de remettre un peu du positif et de recentrer le prospect. Quand un prospect vous dit, je vais y réfléchir d'une certaine manière, ce qu'il vous dit, c'est qu'il vous dit non. Je passe pas à l'action maintenant. Il y a un train qui passe, tu décides de pas monter dedans, tu prends la décision de pas monter dedans. Ok, c'est une décision au final. Donc il vous dit non. Donc l'objectif c'est de le ramener à de la positivité, à quelque chose de justement positif par rapport à son projet, par rapport à ses objectifs. Ok, et de le reconnecter un peu à l'émotionnel de ses objectifs. Le deuxième point de ça, c'est que ça va nous permettre pour voir est-ce que déjà le prospect il est closé par rapport à nous, notre offre et ce qu'on vend. Entre un prospect qui te dit ah oui non mais moi 100% ça fait super du sens, c'est trop bien X, Y, Z, et un prospect qui dit ouais non c'est intéressant ce que tu proposes.
Et il y a un gros gap entre les deux. Et le gros gap entre les deux, c'est la véritable objection qui se cache derrière. C'est de l'incertitude, du doute, ça peut être 10 000 choses. Donc c'est important juste de ramener, ça prend même pas une minute, de ramener sur le véhicule un peu sur ce qu'on fait. Et vous allez voir après le process que suit Elliot pour vraiment faire un double ancrage par rapport à ça. Okay. Surtout la partie, tu vois, duplication de système, parce que moi, c'est ce qui me prend le plus de temps là actuellement. Donc ça peut grave m'aider. Après, tu vois, la partie coaching de groupe, ça peut me challenger aussi. Et surtout si c'est par niveau, tu vois, ça peut être pas mal me concernant, vu que je m'y connais pas de ouf dans les webinaires, etc. Un frame que j'aime bien, que tu connais, mais quand les gens ils me disent souvent « je connais pas les webinaires, je sais pas comment faire X, je sais pas comment faire Y », ouais, c'est normal, tu vois, c'est pour ça que t'es là. Si tu connaissais les webinaires, t'aurais pas besoin de coaching. Donc c'est normal. Là, on voit qu'il y a une potentielle objection qui pointe par rapport au coaching. Dans un premier temps, quand il y a une objection comme ça, je veux pas forcément aller la voir parce que en fait, pour moi, c'est juste encore un écran de fumée sur son inconfort à passer à l'action. L'erreur que tu aurais pu faire là et que t'as pas fait d'ailleurs, mais c'est d'aller pointer du doigt ça, ce qui serait fait partir dans une boucle et dans une boucle et dans une boucle et en fait, tu aurais fait 20 minutes d'objection et tu te serais dit putain mais en fait, je sais même pas ce que c'est la vraie objection. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est le goulot d'étranglement de beaucoup de gens et en soi, ça m'arrive toujours. C'est parce qu'il y a toujours des écrans de fumée différents et tu te dis, ah, c'est différent. Et non, c'est ouais, en fait, je réponds à une question, j'essaye de la démonter, sauf qu'il y a encore un autre truc. Ouais. Et jusqu'à ce que je me rende compte que, ouais, après 20 minutes, en fait, je gère la mauvaise objection qui n'est même pas une objection, qui est un écran de fumée. Donc, ouais, faites attention à ça. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'un conseil que je peux vous donner, c'est d'écrire à côté de votre ordi, là, sur un bout de papier, isoler la vraie objection. C'est le I, d'ailleurs, c'est la 3e étape de notre process, mais c'est isoler la vraie objection. Et ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais closer, parce que des fois, je faisais 5, 10, 15 minutes de phase de gestion d'objection, et après, je me disais, putain, mais en fait, je suis en train de la challenger sur le concurrent, sur le partenaire, sur son livret A et tout, mais la véritable objection, c'est pas ça. La véritable objection, c'est de la peur, c'est de l'incertitude, c'est du doute, tu vois. Et du coup, ça me permettait de me recadrer, de retourner au bon endroit. Et c'est important aussi pour moi de t'accompagner dans cette réflexion. Dis-moi, en dehors de cette réflexion, et avant que je te laisse faire, par rapport à ce que je t'ai présenté, par rapport à notre véhicule, notre manière de fonctionner, est-ce que ça fait du sens déjà? Franchement, ouais. Donc là, Elliot, il passe à la 3e étape qui est isoler la vraie objection. Ce que tu aurais pu rajouter dans le véhicule, tu vois, tu le sais déjà. Exactement, c'est le double ancrage. En fait, le double ancrage, c'est quoi? Ça va nous permettre d'aller encore plus en profondeur. Parce que un prospect, quand vous parlez de votre programme, il voit ça comme un programme. Moi, ce que je veux lui faire voir, c'est qu'il voit ça comme un véhicule qui va l'amener du point A au point B. Je donne souvent cette analogie, mais si tu veux aller à Bali, tu vas pas payer 1 500 € juste l'avion, juste les billets d'avion, les 15 heures de vol horribles et la bouffe qui est dégueulasse. Tu vas payer l'avion comme étant le véhicule qui va pouvoir t'amener à Bali. Le sable blanc, les cocktails, les souvenirs que tu vas garder toute ta vie. Okay, c'est pour ça que tu payes 1 500 €. Donc, en fait, ce que je veux, c'est que mon prospect, il compare plus le prix du programme, par exemple 5 000 € à, OK, il y a des coachings et ça dure 6 mois, mais qui compare OK, c'est 5 000 € pour me permettre d'atteindre mes objectifs, de gagner 10 000 € par mois, d'être libre, d'être indépendant, d'aider ma famille, etc. Parce que là, du coup, la balance, elle est totalement différente. Je vous invite à vous poser cette question et dites-vous, OK, est-ce que vous serez prêt à cramer 5 000 € par mois pour 4 coachings ou est-ce que vous serez prêt à cramer 5 000 € par mois pour en gagner 10? La réponse va être différente. Okay, pourtant, l'investissement et l'action est globalement le même si vous êtes dans un bon écosystème, bien évidemment. OK, donc là, tu aurais pu faire ce double ancrage-là, tu vois, pour vraiment aller chercher encore plus et tu aurais pu lui poser la question et juste je te demande, tu vois, Elliot, mais en dehors des coachings, du programme et de tout ce que ça va pouvoir t'amener justement au niveau technique, qu'est-ce que ça va pouvoir te permettre d'aller chercher comme résultat que tu n'as pas forcément eu dans le passé? Ouais, forcément aller chercher plus de chiffre d'affaires, plus de lead flow, ouais. Okay. Et c'est quoi la conséquence positive pour toi, peut-être plus personnellement, d'aller atteindre ce résultat-là, plus de chiffre d'affaires, plus de lead flow? Ouais, on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est aussi derrière d'avoir plus de temps pour créer d'autres projets, pour m'associer avec des gens de ma famille aussi, c'est un objectif que j'ai, et in fine avoir plus de temps avant la retraite. Ok, et qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu m'as déjà partagé un peu, mais qu'est-ce que ça représente pour toi justement plus personnellement d'atteindre ces objectifs? Tout, en fait, c'est un peu le but de ma vie, de ma démarche aujourd'hui. Ça représente tout ce que je veux construire et qui je suis. En fait. Ok, top. Là, on a mis un ancrage qui est beaucoup plus profond, tu vois, par rapport au véhicule. Ce qui fait que le fait d'y réfléchir, etc., déjà, ça va la reconnecter à ça, à son véritable pourquoi. Quand je close sur du B2B, c'est pas quelque chose que je fais forcément sur du B2C. Enfin, je peux. Si je suis plus généraliste, quand je close sur une offre ROI, donc retour sur investissement. Ok, une offre qui va t'apporter plus de résultats financiers. Ce que j'aime bien aller même quand je vais dans le véhicule, c'est par exemple là, tu m'as parlé de plus de chiffre d'affaires, tu vois. J'aime bien aller te questionner sur, ok,
combien de chiffre d'affaires en plus, tu vois. Imaginons que tu peux pas lire dans le futur, on est d'accord. Okay, si jamais tu le sais, tu m'appelles parce que je suis curieux de savoir 2-3 trucs. Imaginons que justement on arrive à mettre ce process-là en place, ok, que factuellement tu arrives à avoir plus de prédictibilité dans ton business, plus de clients, plus de prospects. Ce serait quoi peut-être les résultats financiers que tu pourrais faire dans 3 mois, 6 mois, en plus de ce que tu fais aujourd'hui? Rajouter 50K facile, je pense, de chiffre d'affaires par mois. Ok, pourquoi je fais ça? Parce que là tu viens de me dire que le véhicule que je t'ai proposé va pouvoir te permettre de rajouter 50K. Derrière, quand je vais continuer, quand je vais isoler la véritable objection, je vais y réfléchir ou peu importe, ou c'est trop cher ou quoi, je vais t'aider à comparer l'investissement, 5 000 euros, à ce que tu vas gagner, 50 000 euros. Okay, une analogie que j'aime beaucoup, que tu connais, c'est de dire la différence assez crue entre un pauvre et un riche, c'est que tu vas dans la rue, tu proposes un sac et tu dis, ok, s'il vaut 1 000 euros ce sac, à un pauvre, est-ce que tu veux l'acheter? Il va te dire non, 1 000 euros c'est trop cher. Tu vas voir un riche, tu lui demandes la même question, il va te dire, ok, il y a quoi dans le sac? Potentiellement, il y a 100 000 euros dans le sac. Potentiellement, le pauvre, il vient de perdre 99 000 euros, tu vois. Donc, c'est comme ça que je veux aider mon prospect à conscientiser les choses. Très souvent, les prospects, et tout le temps d'ailleurs, ils conscientisent le coût de l'action. Le coût de l'action, c'est je vais investir dans ce programme, je dépense là maintenant de l'argent, c'est inconfortable et c'est pas bien. Okay. Moi, je veux les faire comparer ce coût de l'action au coût de l'inaction. Donc, qu'est-ce qui se passe en vrai si je les fais pas? Et pose la question à ta prospect de te dire, est-ce que tu préfères investir 5 000 euros maintenant dans tes compétences ou perdre 50 000 dans 3 mois? Elle te dira, je préfère investir 5 000. Ok. Pourtant, elle veut pas. Elle veut y réfléchir. Est-ce qu'elle a signé? Non. Non, voilà. Pas été assez bon. Ouais, t'as pas été assez bon dans ce que toi tu peux maîtriser. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, quelque chose que je garde en tête, c'est que quand je suis closer, mon focus, c'est pas est-ce qu'elle a signé ou pas. C'est est-ce que moi j'étais content de ma performance. Parce que tu peux pas faire le boulot à la place des gens. Je veux dire, il y a des gens, tu peux être le meilleur closer du monde, ils signeront pas. Et c'est ok. S'il y avait pas des gens comme ça, il y aurait pas des gens comme nous. C'est la triste vérité et c'est comme ça. Ok. Donc l'idée c'est de se focus sur toi qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Mais en tout cas ça aurait été intéressant. Tu vois que tu ailles la projeter sur ces 2 points là qu'on a vus dans le véhicule, déjà un peu plus personnel et émotionnel, et mettre un peu plus de clarté sur factuellement combien de chiffres tu vas pouvoir aller voir en plus. Tu vois. Parce que je veux la faire conscientiser ça. Et derrière c'est quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser. Ok, dans ton closing. Est-ce que tu peux me guider, que je puisse t'orienter aussi de la bonne manière dans ta réflexion? C'est quoi un peu le pour et le contre que tu vas peser, à savoir tu te lances pas? Je vais te dire un truc archi bête, mais je me suis créé un prompt sur Claude qui me régule un peu, tu vois, au quotidien. C'est genre limite mon coach stratégique, tu vois. Et en fait, j'aime bien faire passer mes décisions par la petite moulinette, tu vois, pour qu'il voit peut-être des angles morts que moi j'ai pas vus. Là actuellement, honnêtement, j'en vois pas, très sincèrement. C'est juste que tu vois, j'aime bien, me dire, là on est lundi fin d'après-midi. Bon, le max, du coup, c'est demain soir, ça j'ai compris. Mais ouais, juste prendre le temps de me dire, ok, est-ce que ça match avec ce que je veux, etc. Ouais, bien sûr. Même si, on va dire que j'ai la réponse, tu vois, mais juste, voilà, laisser la nuit un peu se passer et voir J+1, quoi. Ok. J'ai une question à te poser, Camélia, par rapport à ta manière de faire. Est-ce que si, là, aujourd'hui, tu savais que si tu te lançais avec nous, tu ne pouvais pas échouer, est-ce que tu te lancerais là maintenant tout de suite ou est-ce que tu attendrais 24 heures? Si tu savais pertinemment que tu ne pouvais pas échouer, quoi qu'il arrive. Non, la vérité, je me lancerais directement. Ça, c'est un super frame, au passage. Pourquoi c'est un super frame? Parce que toutes les objections, allez, on va dire 90% des objections, 95%, c'est de l'incertitude, de la peur et du doute, lié à l'investissement. Si le programme, il valait 5 euros, elle irait pas faire un prompt sur Claude. Ok. Parce que pourquoi? Parce qu'elle se dit, au pire, ça marche pas, j'ai perdu 5 euros. Ok. Et si, à contrario, le programme, il valait 50 000 euros, mais qu'elle avait une certitude contractualisée noir sur blanc qu'elle allait en gagner 500 000, elle se dirait quoi? Comment je trouve 50 000 euros? Okay. Donc, toutes les objections de vos prospects, peu importe l'offre que vous vendez, c'est systématiquement dû à un manque de certitude quant aux résultats qu'ils vont avoir par rapport à l'investissement qu'ils mettent. C'est aussi simple que ça. C'est comme tout d'ailleurs dans la vie, peu importe ce que tu fais, tu réfléchis de te dire, ok, l'investissement que je vais mettre, que ce soit financier en termes de temps, d'énergie, de risque, peu importe, est-ce que c'est rentable par rapport à ce que je vais gagner? Le problème de l'entrepreneuriat, du business et de la vie de manière générale, c'est que tu n'auras jamais cette certitude-là. Donc, le but de ce frame, c'est justement que notre prospect dise, oui, je le ferais si j'avais de la certitude, mais j'en ai pas. Peut-être que c'est ce qu'elle va te dire, je sais pas. Et au moins, on va pouvoir la recentrer sur le fait qu'en fait, elle n'a pas besoin d'y réfléchir parce qu'elle prend toutes ses décisions comme ça. Elle a besoin d'avoir un maximum de certitude avant de s'engager. Et là, c'est l'axe qu'on peut challenger. Parce qu'on peut pas challenger le fait que Justin veuille réfléchir factuellement. Parce que c'est un écran de fumée, c'est pas la vraie objection. Donc là, ton frame, il est bon. Ce que tu aurais même pu dire un peu avant, c'est quand elle te dit, tu sais, voir un peu les angles morts avec Claude pour savoir est-ce que ça me correspond, même si j'ai ma réponse. J'aurais pu la questionner, ok, c'est quoi ta réponse? Je sais ce qu'elle va me dire. C'est que ça me correspond.
Ok, c'est déjà une bonne chose, tu vois, parce que entre toi et moi, c'est pas Claude qui va mettre en place et qui va venir à tous les coachings, on est d'accord. Tu vois. Déjà pour la recentrer un peu sur, ok, ta petite responsabilité, tu vois, et encore une fois remettre un ancrage sur le fait que ça lui correspond et que elle a besoin de ça aujourd'hui. Ce qui montre aussi qu'elle est coachable, c'est que elle me le dit verbalement et non verbalement qu'elle a sa réponse. Et d'où ma frustration aujourd'hui, je me dis, avec le niveau et les informations que j'ai aujourd'hui, je l'aurais closé. Bon, c'est le but de l'exercice aussi, c'est de pouvoir se créer cette petite frustration et se dire, ok, la prochaine fois, je laisserai pas ça passer. Exactement. Ouais. Mais elle était coachable. Il y a beaucoup de prospects qui disent non, je vais réfléchir, point barre. Et là, il y a un petit peu plus de travail. Mais là, je pense que tu vois, j'aurais dû certes respecter le process, mais si j'avais été très smart, je pense que la gestion d'objection a dû aller 7 minutes à tout casser. Ouais, 100%. Sachant que c'est un appel qui date de plusieurs mois, en effet, c'est bien de le rappeler. Et même, tu vois, par rapport à ma trésor, là, actuellement, me dire, ok, si je paye en... C'est quoi les modalités de paiement? Excuse-moi, Elio, je t'ai pas demandé. Enfin, je t'ai très certainement demandé, mais j'ai pas noté. Concernant les modalités de paiement, ça, c'est la logistique. Oui. Moi, je veux être, avant de pouvoir t'aider, avant de parler logistique, je veux être certain que tu sois prête à t'aider toi-même. Ouais, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, c'est juste par rapport... Camélia, c'est normal que tu n'aies pas 100% de certitude. Mm-hmm. Jamais un matin, tu vas te lever, tu vas te dire, je sais que si je vais dans telle direction, j'aurai tel résultat à 100%. Ouais. Impossible. Maintenant, sachant ça, par rapport à ce type de décision. Ça déjà c'est top de pas te faire closer sur les modalités de paiement. Tu es en train de faire une boucle qui est une des boucles les plus importantes de la gestion d'objection. Si elle t'amène les modalités de paiement, c'est de la logistique, on va le voir juste après. Okay, et tu restes focus sur ta boucle. Ça c'est top. L'erreur à faire là, ça aurait été de partir dans les modalités de paiement. L'erreur aussi, à contrario, que tu peux faire, pas toi personnellement, mais que les closers peuvent faire, c'est de continuer à faire des boucles sur la peur. Alors que factuellement, la meuf, elle a juste besoin d'aide au niveau logistique et que si tu lui dis ok, on split en deux, elle te dit ok, go. Okay. Donc, je ferme pas la porte. Exactement. Mais d'abord, moi, c'est mon job de savoir si t'es prêt à t'aider avant de t'aider. Exactement. Sachant que juste avant, elle te dit quelque chose qui est intéressant, c'est qu'elle te dit c'est pas vrai, ce qu'elle a totalement raison, hein, c'est pas vrai, ok. Mais juste avant, elle te dit j'ai besoin de demander à Claude pour être sûr qu'il n'y a pas d'angle mort. Donc tu vois déjà sa façon de réfléchir, c'est qu'elle veut demander à une IA quelque chose qui dans tous les cas n'est pas véridique et tangible. Donc là, il y a sa limite de sa réflexion. Ça, tu vas pouvoir la challenger là-dessus. Ouais, il y a deux manières de voir. Il y a des personnes qui attendent cette certitude-là, tu vois, attendent le bout de certitude qu'ils n'auront jamais toute leur vie, et peuvent continuer d'attendre ça, tu vois, ils auront toujours les mêmes résultats, ils seront toujours bloqués. Je sais, ça fait 5 ans que je fais du closing. Malheureusement, les personnes qui j'ai laissées au départ, ils m'ont plus jamais téléphoné, tu vois, parce qu'ils ont laissé leurs incertitudes prendre le dessus. Alors ça, c'est un bon frame. Le frame est bien. Par contre, avant, je l'aurais challengé sur le fond de ce qu'elle a dit. Je l'aurais challengé sur le fait qu'elle ait besoin de demander à Claude quelque chose et une réponse qu'elle ne pourra jamais, dans tous les cas, ne jamais avoir. Okay. J'aurais aimé que tu ailles la challenger là-dessus avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, le frame, tu la challenges sur le fond de sa pensée, qui est, en gros, tu n'auras jamais 100% de certitude. Mais elle va te dire quoi ? Mais c'est justement parce que j'ai pas 100% de certitude que j'ai besoin d'en parler à Claude. T'as capté ? Faut que je crée un pont entre la forme qu'elle m'a donnée pour arriver au fond et pas l'inverse. Exactement. Parce que le fond de ce que tu dis, c'est ultra intéressant et c'est un frame que moi j'adore, où factuellement, je vais te dire, oui, j'ai pas 100% de certitude, soit j'attends d'en avoir une externe que j'aurai jamais, soit je décide de devenir ma propre certitude et j'avance. Le problème, c'est que dans son schéma de pensée, elle est d'accord avec toi sur ça. Et c'est la raison pour laquelle elle va en parler à Claude. Donc là, je sais pas ce qu'elle va te dire, mais moi, si je suis prospect à sa place, je te dis oui, mais t'as raison, mais c'est justement parce que j'ai pas 100% de certitude que je veux me rapprocher au maximum du 10 sur 10 et que je veux en discuter avec Claude. Tu vois. Donc là où tu aurais dû aller la challenger, en fait, c'est d'aller la challenger sur qu'est-ce qu'elle attend factuellement de Claude. Et ce qu'elle attend de Claude, c'est quelque chose qu'elle ne pourra jamais avoir dans tous les cas, puisqu'il va jamais lui dire c'est bon, c'est safe à 100%, tu auras les résultats que tu veux. Et que dans tous les cas, c'est pas la responsabilité de Claude de savoir est-ce que je me lance ou pas, c'est la sienne. Okay. Et là, le seul moyen où on peut utiliser Claude, c'est stratégiquement, un peu comme une stratégie business, de dire ok, est-ce que c'est le bon véhicule ou pas. Et ça, tu peux le faire avec elle pendant l'appel. Ok. Voire même à l'extrême, lui dire ok, bah, fais ton prompt. Balance ton prompt dans Claude, dis-moi ce qu'il dit. Et c'est le but de mon pitch aussi, de récolter des informations en amont pour faire en sorte que ce qu'on propose, ce soit en adéquation totale avec ses besoins et avec ses goulots d'être. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit au début, ce serait intéressant d'écouter ta découverte et ton pitch. Potentiellement qu'il y a des zones d'ombre, potentiellement pas, hein, mais qu'il y a des zones d'ombre dans ton pitch aussi que tu aurais pu optimiser qui font qu'elle a besoin d'aller valider avec Claude que ce soit le bon véhicule. Ce qu'on fait pas assez souvent, d'ailleurs, revoir le pitch, retravailler le pitch. Le nombre de fois où tu es intervenu sur des business pour retravailler tout un pitch,
Ouais, exactement. Très très souvent, on me parle d'objections et tout, et ce qui est vrai. Et quand j'écoute le pitch, je comprends d'où viennent les objections. Ça vient pas des prospects, ça vient du pitch. Donc, ouais. On cherchait plus de résultats plus rapidement. Ouais, forcément, c'est le scénario numéro 2. Ok. Il n'y a aucun doute sur ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que elles prennent les choses en main et elles font en sorte que ça aille dans le sens qu'elles veulent, quoi. Ok. Mais tu vois, c'est juste, de manière générale, Elliot, et j'ai pris tellement de coaching, tu vois, je pense que j'en prends facile 2-3 par an et je les regrette jamais, très honnêtement. Même si ça m'apporte pas forcément 100% de résultats, je les regrette jamais. Et dans tous les coachings que j'ai pris, tu vois, je me laisse toujours la nuit de réflexion, même si dans 90% des cas, je me dis, ok, c'est bon, c'est juste par principe, tu vois. C'est juste une règle que je me suis imposée à moi-même. Tu vois, de me dire, ok, tu laisses retomber un peu la poussière. Tu vois un peu l'expression de tu laisses retomber la poussière. En anglais, ça se dit, mais je sais pas si ça se dit en français. Et une fois que tu as les idées claires, etc., ok, go. On n'est pas sous le coup de l'émotion ou sous le coup de très pragmatique, très, tu vois. Camélia, qu'on soit clair, la dernière chose que je vais faire aujourd'hui, c'est te forcer la main. Oui, Je bien suis pas là sûr. pour... En revanche, je ne serai pas OK avec le fait de te laisser aller réfléchir parce que tu vas chercher plus de certitude Mhm. et te présenter les plans de paiement parce que potentiellement c'est plus confortable pour toi. Ok. Donc, est-ce que, en vrai, si tu es honnête envers toi-même, par rapport à ce besoin de réflexion, par rapport à poser des questions sur le plan de paiement, est-ce que c'est pas un moyen pour toi aussi de chercher le confort, que ce soit plus confortable, de pas Bah, passer à l'action maintenant et de pas non, faire parce que, tu vois, là, par exemple, si tu me dis, il y a des process de paiement à 2-3 fois, imaginons, je vais juste projeter ma trésor en fonction. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais juste me dire, ok, ce mois-ci, je vais sortir tant. C'est juste une réorganisation, finalement. Mais honnêtement, tu vois, si je suis complètement honnête avec toi, c'est vraiment... Je suis quasi sûre, tu vois, de vous rejoindre à 99%. C'est juste me dire, ok, quoi qu'il arrive, tu réagis pas avec les émotions. Donc là, elle est incongruente. Là, on vient de voir une incongruence max. C'est normal, on est tous passés par là. Pourquoi? Parce qu'elle te dit, je veux prendre une décision qui est posée pour pas prendre une décision qui est émotionnelle. Et juste après, elle te dit, non, mais moi, c'est juste pour voir au niveau de ma trésor, qui est quelque chose d'extrêmement rationnel. Ok, donc là, déjà, il y a quelque chose. Là, un frame que tu aurais pu aller, c'est de dire, ok, mais juste pour comprendre là, cette nuit de réflexion, tu m'as dit deux choses. Tu m'as dit que tu avais besoin de prendre cette nuit de réflexion pour prendre une décision qui est rationnelle et pas émotionnelle. Parce que tu as probablement peur de te tromper. Ok. Mais de l'autre côté, tu me dis que tu as juste besoin de t'organiser niveau trésor. Donc j'ai juste besoin de savoir, mais à quoi tu vas vraiment réfléchir cette nuit, tu vois. Pose-lui cette question. Et si elle te dit, ah non, mais c'est juste ma trésor, ok, il n'y a pas de souci. On va voir les plans de paiement là maintenant. On s'organise, ou on prend un acompte pour valider ta place. Tu te poses au niveau de ta trésor et demain matin, on voit quel plan de paiement. Et là, ça bégaye. Ou alors ça dit oui. Et ça m'est déjà arrivé, ok, d'avoir des prospects où factuellement, on prend un acompte et tout, mais oui, il n'y a pas de souci, moi j'ai juste besoin de m'organiser. Ce qui n'est pas son cas, parce que ça se voit que c'est de la peur. Ok. Mais ça bégaye. Ou alors elle te dit, oui, non, c'est vrai que j'ai besoin de voir au niveau de ma trésor, mais j'ai quand même pas envie de prendre une décision émotionnelle. Ok. Donc là, on sait qu'il y a de la peur. Et on sait que la logistique ne solutionnera pas entièrement la peur. Jamais. Ok. Donc on va pouvoir aller dessus. Un frame que j'aime bien utiliser, parce que là, je vois qu'on arrive à la fin, c'est toujours de la challenger. En fait, quand tu challenges un prospect, comment expliquer ça facilement? Tu peux soit challenger le fond, soit challenger la forme. Ok. Le fond de la challenger, là, par exemple, c'est de la challenger sur ce côté incertitude. Elle n'aura toujours jamais d'incertitude. C'est pas une nuit qui va changer. Elle va pas se réveiller demain et se dire c'est bon, j'ai confiance en moi, let's go, ça va réussir. Tu peux la challenger sur le fond. Mais j'aime bien aussi la challenger sur la forme de ce qu'elle me dit, de comment elle perçoit la vérité, comment elle perçoit les choses. Et quelque chose qui est super intéressant qu'elle a dit, c'est qu'elle a dit, et il y a beaucoup de prospects qui disent ça, elle a dit, je me suis mis une règle à moi-même, de pas prendre une décision sur l'instant, pour ne pas prendre une décision émotionnelle. Ok? Elle a dit ça. Ça veut dire que dans son schéma de pensée, dans sa façon de voir les choses, ce qui est compréhensible, on est tous passés par là, décision rapide égale décision émotionnelle égale mauvaise décision. Ok? Décision réfléchie, décision lente égale bonne décision. Moi, je vais lui trouver un contre-exemple à ça. Je vais lui amener une perspective différente des choses. Une analogie que tu connais, qui est une véritable histoire qui m'est arrivée, c'est que quand j'ai passé mon stage pour être moniteur de canyoning, pour ceux qui connaissent, c'est un sport assez extrême, assez incroyable, je gérais un rappel, donc je faisais descendre une personne en rappel dans une cascade où il y avait beaucoup de courant, beaucoup d'eau, et la personne, elle s'est coincée les cheveux, dans son 8 en fait, dans son relais, elle s'est coincée les cheveux. Là, j'ai pris la décision la plus rapide et émotionnelle de ma vie, qui était de la débrayer d'en haut, donc ça veut dire de la faire descendre en urgence. Ok, je vais pas couper la corde,
Mais je l'ai fait descendre en urgence. Donc moi, dans mon schéma de pensée, j'ai pris une décision extrêmement émotionnelle, extrêmement rapide, qui s'est avérée, je pense, être la bonne décision puisque je lui ai sauvé la vie. Ok. Donc je vais lui amener déjà cette perspective-là. Par rapport à, ça peut être une anecdote de moi, encore plus fort, ça peut être une anecdote d'elle, où je vais lui faire en fait conscientiser, c'est quand la dernière fois que tu as pris une décision rapide et émotionnelle qui s'est avérée être potentiellement une des meilleures décisions de ta vie. On en a tous. Ok. Pourquoi je veux faire ça? Parce qu'en fait, je veux lui montrer le parallèle de décision rapide n'égale pas forcément décision émotionnelle et mauvaise décision. Ok. Donc je peux lui amener ça comme perspective. Et un frame que j'aime beaucoup, et on peut le roleplay, si tu peux faire le prospect, c'est de dire, c'est intéressant juste Elliot que tu me partages ça. Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu me dis que tu as envie de prendre une journée ou une nuit pour ne pas prendre une décision émotionnelle? Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Ouais, parce que j'ai pris plusieurs coachings, comme je t'ai dit, dans mon passé. Et bon, on retire toujours des choses dans nos coachings, mais la plupart des investissements que j'avais fait par rapport à ces coachings, ils étaient assez rapides. Et je me suis dit, mince, peut-être que j'aurais pu faire un meilleur investissement à ce moment-là si j'avais pris du temps, tu vois, si j'avais demandé à mon agent ChatGPT, Claude. Ok, c'est intéressant comme tu vois les choses. Donc tu assimiles un petit peu une décision qui est rapide et émotionnelle à peut-être une mauvaise décision, en tout cas pas la plus prolifique pour toi. Pour moi, ouais. Ok. Tu me permets d'apporter une perspective par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Dans tous les cas, tu prendras une décision émotionnelle. Aujourd'hui, demain, semaine prochaine, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est pourquoi? Parce qu'on est des êtres d'émotion. Hein. Chaque décision que tu prends, chaque achat que tu fais, chaque action que tu choisis, c'est une décision qui est émotionnelle. La vraie question, et là où je te rejoins, c'est de réfléchir à comment l'émotion peut limiter au maximum ma décision pour me rapprocher de quelque chose qui est rationnel et qui est fiable par rapport à ce que j'ai vraiment besoin. Mais dans tous les cas, tu prendras une décision émotionnelle. Et je vais juste te partager quelque chose, c'est que ça fait 5 ans que je close. Il y a 2 types d'émotions et il y a 2 types de personnes. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision qui est émotionnelle, là maintenant tout de suite. Une émotion qui est positive, où tu m'as dit que tu avais envie de changer les choses, tu avais envie de t'engager, tu avais envie de te faire confiance. C'est une décision qui est émotionnelle, ok? Mais il y a une autre décision émotionnelle aussi que tu peux prendre. Si tu vas me rappeler, ou pas me rappeler justement demain, après-demain, et tu vas décider de ne pas le faire. Parce que c'est trop cher, parce que c'est risqué, parce que c'est peut-être pas le bon moment. Mais là, tu vas écouter ta peur, ton doute et ton incertitude. C'est ce que font 99% des gens. Si les gens ils choisissaient pas ça, ils seraient tous heureux, tous épanouis, tous entrepreneurs. Ok? Donc dans tous les cas, tu prendras une décision émotionnelle. Est-ce que ça fait du sens pour toi déjà? Ouais, oui, c'est logique. C'est logique? Ok. Maintenant, si on essaye de rationaliser les choses, parce qu'on est dans le business, ok? L'objectif c'est de rationaliser et être sûr que ça te correspond. Et là, je veux parler à toi. Je veux parler à toi, l'entrepreneuse, tu vois, l'entrepreneur. Je veux pas parler à Claude. Ok, parce que c'est pas lui le chef d'entreprise, c'est pas lui le responsable des résultats que tu vas avoir. Si tu devais mesurer là factuellement par rapport à toutes les infos que tu as sur toi, ton business, ce que tu as besoin et ce que je t'ai présenté, si tu devais le mesurer sur une échelle de 1 à 10, à combien de pourcentage de chance tu dirais qu'on va aller atteindre tes objectifs dans 6 mois, à savoir faire 50 000 euros de plus? Si je reste en contact avec Claude? Comment ça? Si je demande à Claude? Non, toi aujourd'hui là, maintenant, par rapport à tous les éléments que tu as. Parce qu'entre toi et moi, Claude, il va pas te dire quelle décision est la bonne pour toi. Il va pouvoir analyser un plan stratégique, à la limite, et analyser ce que je t'ai dit, peser le pour ou le contre, mais ce sera pas lui le responsable des résultats que tu vas avoir. Non, par rapport à ce que tu m'as dit, ce que vous proposez et mes ambitions, ouais, peut-être 7 sur 10. Ok, 7 sur 10. donc 70% de chance, c'est beaucoup. Ouais. Maintenant, si on voit de l'autre côté, c'est quoi la probabilité de chance que tu fasses 50 000 euros en plus si tu décides de pas rejoindre un accompagnement comme ça, de pas rejoindre un système comme je te l'ai proposé, et que tu continues avec le même système que tu as aujourd'hui qui est pas prédictible? Je vais peut-être y arriver, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, donc je dirais allez, 40%. Ok, tu m'as dit que le temps c'était précieux pour toi aussi. Bien Je sûr. me trompe? Ok. Donc aujourd'hui, tu as 2 chemins par rapport à 2 émotions. Soit tu as un chemin où tu as 70% de chance de réussir et tu gagnes du temps dans ta vie, soit tu as un chemin où tu as globalement 40% de chance de réussir, 60% de chance d'échouer, et en plus de ça, tu perds du temps. Lequel chemin est le plus rationnel pour toi? Oui, le premier. Ok, pourquoi? Parce que factuellement, j'ai plus de chances de réussir. Ok, on fait une pause là. Là, je t'ai fait conscientiser que dans tous les cas, le fait d'y réfléchir, c'est pas pour ne pas prendre une décision émotionnelle. C'est que c'est plus confortable pour toi parce que tu n'as pas envie de subir, entre guillemets, l'émotion actuelle qui est « Ok, j'ai envie de le faire, mais j'ai peur. » Ok. Donc déjà, j'ai fait cet ancrage-là. J'ai fermé une première porte. Deuxième porte que j'ai fermée, je t'ai fait comparer le coût de l'action au coût de l'inaction. En gros, est-ce que c'est mieux avec nous? Est-ce que tu as plus de chances de réussir avec nous ou plus de chances de réussir sans nous? Deuxième porte qui est fermée. Là, à partir de là, cette objection-là, elle n'existe plus. Le fait d'y réfléchir, elle n'existe plus. Je peux après te reframer, te dire, ok, donc est-ce que tu réalises qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas que tu n'as ni envie ni besoin d'y réfléchir. Tu as juste envie et besoin d'avoir un maximum de certitude avant de te dire, allez, je m'engage. Parce que c'est inconfortable. Est-ce que ça, tu le réalises? Oui, ok. Les portes sont fermées.
La seule porte que tu peux reprendre là maintenant tout de suite, c'est me dire quoi? C'est me dire, ok, mais je veux quand même aller en parler à Claude pour être sûr justement que c'est rationnel pour moi. Et là, je te challenge sur ta responsabilité en tant que chef d'entreprise. Ok. Mais au global, je fais ce frame-là, je t'ai enlevé, je t'ai reframé ton schéma de pensée sur le fait que réfléchir égale me rassurer, égale prendre la bonne décision. Pourquoi je mets un ancrage juste là-dessus, et c'est super important, c'est que tant que tu fais pas ça, tu pourras jamais closer ton prospect. Parce que c'est normal. Sa vision des choses, elle est que prendre une décision là maintenant tout de suite, c'est dangereux, c'est négatif et c'est pas bien. Tu peux me sortir tous les frames que tu veux, je vais juste te dire, mais je comprends pas, t'es un forceur. On n'est pas à 24 heures près. Me rends pas fou, laisse-moi 24 heures, tu vois. Pourquoi? Parce que dans ma carte du monde, ma vision, elle est comme ça. Ok. L'objectif, c'est d'inverser la vision de ton prospect. Pour que naturellement, en fait, ils se disent, ah, ok, je comprends qu'en fait, mon besoin d'y réfléchir, c'est pas forcément le plus avantageux tout le temps pour moi. Et ce qui est vraiment le plus avantageux pour moi, c'est de prendre la décision qui se rapproche le plus de ce que j'appellerais la bonne décision. Et ça, elle n'a pas besoin de 24 heures pour le savoir puisque tu viens de la pitcher. Et qu'elle a pris un appel avec toi. Et qu'elle t'a dit pendant 20 minutes dans la phase de découverte, je suppose que c'était le bon moment pour elle de changer les choses. Peu importe si elle a pris 3 coachings ou 300, je m'en fous. Ouais, de ouf. Et je pense qu'on en revient à quelque chose d'essentiel, c'est mettez du doute. Tout le temps, constamment. Parce que le prospect arrive, la personne arrive, et c'est normal, on en a tous, arrive toujours avec son schéma de pensée qui lui a amené les résultats qu'elle a aujourd'hui. Peut-être qu'elle est dans une bonne situation. Maintenant, elle me dit qu'elle veut devenir excellente. Donc, mon but aussi, ça va être d'avoir l'intelligence, et c'est, je pense, c'est un des travaux les plus durs en closing, c'est d'avoir la capacité de mettre du doute sur ses schémas de pensée, sur ses méthodologies, sur ses manières de faire. Et là, c'est ce qui m'a manqué. C'est juste de mettre du doute, même ne serait-ce que poser des questions. Tu vois, même s'il faut que, allez, je rallonge ma gestion d'objection de 10 minutes, j'aurais posé les bonnes questions. Et tu vois, peut-être que, allez, je la laisse y réfléchir. Elle se dit, ah, c'est vrai qu'il m'a posé des bonnes questions quand même. Et qu'elle revienne. Bon, là, elle n'est pas revenue en l'occurrence. Et à moi d'être meilleur. Mais ouais, c'est important le doute. 100%. Le doute, c'est important et c'est super intéressant ce que tu as dit aussi, c'est de poser les questions. Plus vous allez comprendre comment votre prospect il réfléchit, plus tu vas pouvoir le challenger au bon moment. Et c'est vrai que, tu vois, avec le recul, c'est un peu ce que j'ai fait dans le roleplay, mais tu aurais pu même poser la question de juste qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une décision émotionnelle? Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que justement d'y réfléchir en juste 12 heures, ça va te permettre de prendre une meilleure décision, d'aller creuser, tu vois, pour comprendre comment elle réfléchit, comment elle voit les choses. Parce que plus tu vas mettre de la clarté là-dessus, plus ce sera facile pour toi de challenger, tu vois, au bon endroit, au bon moment, et d'être smart aussi. Je sais que c'est ton focus en ce moment, parce que tu sais exactement en fait ce qu'il y a besoin. Si c'est large, je veux dire, tu prends les 10 derniers prospects qui t'ont dit je vais y réfléchir, ils ont tous une perception différente par rapport à ça. Un besoin, une envie qui est différente, tu vois. Donc c'est vrai que tu aurais pu aller un peu plus en profondeur pour vraiment comprendre sa carte du monde, comment elle voit les choses, et avoir la capacité ensuite de lui amener l'autre côté de la pièce, tu vois. Donc ça aurait été intéressant que t'ailles ça. Ok? On va écouter la fin du coup. Honnêtement, tu vois, si je suis complètement honnête avec toi, c'est vraiment... Je suis quasi sûre, tu vois, de vous rejoindre à 99%. C'est juste me dire, ok, quoi qu'il arrive, tu réagis pas avec les émotions. Donc juste, je refais un ancrage. C'est pour ça que j'ai fait le roleplay que j'ai fait tout à l'heure. Parce que là, t'as vu, elle a le même schéma de pensée. Début de phase d'objection, fin de phase d'objection, elle a le même schéma de pensée. Et là, c'est là où t'as pas été bon et où t'aurais pu être meilleur. Parce que tu la closes ou pas, moi je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est voir qu'elle n'a pas le même schéma de pensée au début ou à la fin. Ou alors, elle n'est pas coachable. À ce moment-là, t'économises ton temps. Mais là, elle est coachable. Mais tu vois, elle te redit la même chose en fait. Je peux pas prendre une décision qui est émotionnelle. À croire que demain matin, elle va se réveiller, elle aura plus aucune émotion dans son corps. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok. Ouais, bien sûr. Sachant que, au passage, elle a pris, donc cette personne-là que je connais pas, hein, qui sera floutée, elle a pris la décision la plus émotionnelle de sa vie. Elle a écouté ses peurs. Elle a écouté ses peurs. Elle a pas fait. Ok. Et là aujourd'hui, c'était il y a quoi? C'était il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça t'appelle? À peu près? Ouais, 3 mois. 3 mois, ok. Est-ce qu'elle a atteint ses objectifs? Absolument pas, tu vois. Et c'est pas par rapport à ton programme ou ce que tu proposes, hein, c'est par rapport à elle-même. Parce que les objections qu'elle t'a dit là, c'est les mêmes qu'elle se dit depuis des années. Et qu'elle a dit à d'autres closers. Et même si je peux partager une dernière chose qui est très importante, c'est dissocier toujours ce que le prospect vous dit de ce qu'il va faire. Parce que moi, je pense que ce qui m'a joué beaucoup de tours, et il me semble que la gestion d'objection est assez courte, parce que je pense que je lâche l'affaire et je me dis, bon, vas-y, tant pis, elle m'a dit qu'elle était sûre, certaine à 99%. Et je me suis dit, bon, elle a l'air tellement certaine, ça a joué dans l'équation.
Donc, dissociez toujours et écoutez que d'une oreille quand les prospects et les personnes vous disent non, mais de toute façon, j'ai toujours fait comme ça, vous êtes les bonnes personnes, etc. Il n'y a pas de souci, de toute façon, je reviens vers toi, etc. Non, je vais le faire, il n'y a pas de souci, c'est juste un délai de réflexion. N'écoutez pas pour vous, pour continuer à être bon, pour continuer à être têtu, continuer à la gestion d'objections et lui apporter des perspectives différentes. Et aussi pour la personne, évidemment, parce qu'elle se rend pas service. Et bon, bah voilà, vous doutez, hein, c'est pour ça qu'on est là, la personne, j'ai plus de nouvelles. Ouais, c'est sûr. C'était sûr et certain. Au passage, c'est juste, j'en profite, hein, mais déjà, félicitations, je te l'ai pas dit, mais juste félicitations de nous partager cet appel. Majorité des closers, ils enregistrent même pas les appels, ils bégayent quand faut roleplay, ils bégayent quand faut partager un appel. Et je sais qu'en plus, volontairement, t'as partagé un appel dont t'étais vraiment pas content. Je connais ton niveau, t'es un excellent closer. Souvent, tes phases d'objection, elles durent 30 minutes et ça close tout le temps. Donc, non, mais je tiens à le dire, t'aurais pu show off et partager la meilleure gestion d'objection de ta vie. Ouais, c'était pas l'objectif de la vidéo, c'était vraiment pour faire où on voit des erreurs que t'as pu faire, que j'ai pu faire, etc. Mettre de la conscience dessus pour progresser. Donc, déjà, good job par rapport à ça. Mais voilà, d'où l'important, juste, j'en reviens sur déconstruire un schéma de pensée. Là, elle n'a pas déconstruit son schéma de pensée. Je peux rien faire. J'ai aucune emprise sur elle. Parce qu'elle voit les choses d'une manière, et c'est normal. C'est comme si je te dis, regarde tous les éléments bleus dans la pièce, ok, ferme les yeux, c'est quoi les éléments rouges? Tu vas en avoir aucun. Parce que tu as mis ton focus sur les éléments bleus, tu vois. Donc, je peux pas te dire, c'est quoi les éléments rouges? Non, ce que je peux te dire, c'est t'apporter une perspective qui a d'autres éléments dans la pièce que bleu, que potentiellement tu peux les regarder, et ensuite tu peux te poser la question de, ok, c'est quoi les éléments rouges? Ok? C'est ce que tu aurais dû faire avec elle. Parce que après, derrière, le seul axe qu'elle peut avoir, c'est son Claude, son agent Claude, qui a l'air super. Et là, je la challenge sur sa responsabilité. Mais la vraie objection du début, qui est qu'elle voulait prendre son temps parce que c'est confortable, elle est explosée. Et moi, je garde en tête toujours, c'est quoi la vraie objection? La vraie objection, c'est qu'elle n'a pas 100% de certitude. C'est pas qu'elle ait besoin d'y réfléchir, c'est pas qu'elle a besoin de Claude. Peu importe, tu lui donnes un contrat noir sur blanc qui dit qu'elle investit 5 000 €, elle en gagne 50 000, elle va ni y réfléchir ni demander à Claude. Elle va signer le contrat. Ok, donc toujours je garde en tête ça. La vraie objection, c'est systématiquement ça. Juste me dire, ok, ben J+1, maintenant que les émotions sont redescendues, etc., t'en penses quoi? Et j'ai pris plein de petites notes. Et en fonction de ça, tu vas prendre ma décision. Même si je sais que ça match, tu vois, avec mes objectifs de l'année. Donc voilà. C'est pas, il n'y a pas plus que ça, en fait. Ok. Et tu vois, je te challenge volontairement sur ça parce que toutes les personnes, sans exception, m'ont toujours dit, mais t'inquiète, c'est ma manière de faire, je suis l'exception, je reviendrai. Et c'est plus jamais. Ah ouais? Bah attends de voir. Oh, la connaît celle-là. Je vais être la 100e. Ce que je disais, c'est que je disais toujours aux prospects, je disais, sur les 10 personnes qui m'ont dit je vais réfléchir, il y en a une seule qui sont revenues. Et les prospects disent qu'ils disaient, ah, mais peut-être que je serai celle-là. Ouais. Donc à la fin, je changeais mon frame et je disais, les 10 personnes qui m'ont dit je vais réfléchir, il y en a une seule qui est revenue. Mais par contre, les 10 m'ont dit qu'ils allaient être la personne, tu vois. Je l'ai volé celle-là. C'était pour elle le call. Mais je me dis, peut-être que je les ai pas aidés. En fait, c'est que je les avais pas assez challengés sur le coup. Ouais, donc je veux m'assurer à 100% que si je te laisse aller y réfléchir. Juste là, je mets de la conscience parce que je me dis potentiellement que j'ai ressenti qu'elle avait toujours ce schéma de pensée. Donc je me suis dit là, il faut qu'on reparte dans une boucle, étant donné qu'elle connaît les process de closing, je vais lui apporter de la conscience juste qu'elle sache pourquoi je pars dans ça et que ce soit pas mes arguments contre les siens. C'est très bien ça. Ça finisse dans un combat de coq, comme ça m'est souvent arrivé et que ça m'arrive toujours. Ça, c'est très très bien. C'est donner du contexte à pourquoi tu fais les choses. Je me mets dans la tête d'un prospect. J'ai un closer qui me dit mais pourquoi tu veux réfléchir, qui enchaîne? Ça va me frustrer. J'ai un closer qui m'explique ce que tu viens de dire là. Je me dis ok. Ouais, c'est pas si con, tu vois. Et presque merci de me challenger, tu vois. C'est un peu l'objectif, juste quand vous soyez en phase d'objection, c'est qu'en fait, que vous ayez des prospects presque qui vous remercient de les challenger. Et c'est pour ça que très souvent, je fais la part des choses entre challenger et être agressif et créer de la friction. Il y a un gap entre les deux, c'est pas la même chose. Très souvent, je dis aux gens, tu dois être plus challengeant et tout. Ils me disent, ouais, mais j'ai pas envie d'être méchant. Il y a aucun rapport. Au passage, être méchant, c'est de pas dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ça m'étonne que tu me dises ça, parce que dans tous les coachings que j'ai fait, c'était toujours J+1. Et toujours, tu vois, le temps de redescendre un peu les émotions et de prendre mes décisions de manière cartésienne. Toujours pareil, elle a le même schéma de pensée. Donc, tant que tu démontes pas ça, c'est mort. Ouais. C'est un peu comme, à l'image, juste, c'est un peu comme un bouclier, tu vois. Tant qu'elle a son bouclier, tu pourras jamais la toucher. Faut que tu démontes le bouclier, tu vois. Et que tu lui fasses conscientiser vraiment. Hein. Et tu peux donner des contre-exemples par rapport à ça. Moi, j'ai l'exemple du canyon, etc. Mais il y a plein d'autres exemples où, en fait, il faut lui donner juste un contre-exemple c'est quand la dernière fois que tu as pris une décision cartésienne, tu vois, qui était pas la bonne.
Parce que les gens, ils pensent que la façon de prendre la décision détermine le résultat de celle-ci. Mais il n'y a aucun rapport. Je veux dire, tu peux prendre une décision de merde en 2 secondes comme tu peux la prendre en 2 ans. Hein. Et l'inverse est vrai aussi. Tu peux prendre la meilleure décision de ta vie en 2 secondes comme tu peux la prendre en 2 ans, en vrai. Donc, c'est la décision en elle-même, juste. Et qu'est-ce que tu en fais de ça? Et là, qu'est-ce qui fait qu'un bégaye et qu'un hésite? C'est parce que la décision en elle-même, elle est risquée. C'est risqué d'investir 5 000 euros. C'est sûr que c'est risqué d'investir 5 000 euros. Okay, donc, comment elle réagit à ça? C'est qu'elle se dit, pour limiter ce risque-là, je vais faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire qui est confortable, qui est prendre mon temps. Mais je veux dire, elle n'aura pas plus de clarté demain matin. Hein, parce que dans tous les cas, à part si elle sait lire dans le futur, on ne pourra jamais savoir. C'est hyper clair. 5K, c'est un budget, on ne va pas se mentir. Mais je vois la suite, en fait. Je ne vois pas les 5K. J'ai payé des coachings à 4K. Le max, c'était 4K. Là, 5K, on passe au step d'après. Mais en contrepartie, tu vois, je sais que ça peut grave être rentable. Donc, un frame que j'ai bien posé aussi, c'est de dire, ok, imaginons que là, tout ce que je te propose, c'est à 200 euros. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, j'y vais. Ok, pourquoi tu prendrais pas une décision cartésienne du coup? Donc de dire, en fait, ton processus de décision est juste déterminé par l'inconfort de celle-ci, et pas par la décision en elle-même. Parce que la décision, c'est la même. Le programme, c'est le même. Tout est pareil. La seule chose qui change, c'est l'investissement. Ouais, mais même tout à l'heure, quand je l'avais dit, tu avais 100% de certitude, est-ce que tu le ferais? Ouais, mais attends, pourquoi? C'est une décision émotionnelle. Tu vas pas prendre une décision émotionnelle quand même. Exactement. Ouais, Exactement. c'est vrai. Donc, c'est intéressant juste qu'on ait écouté. On va finir, mais c'est intéressant qu'on ait écouté cet appel où, en fait, au global, ce que tu as raté dans la phase d'objection, c'est de la reframer sur sa façon de voir les choses. Parce que, gardez en tête que tout le monde, hein, tous les prospects et tous les closers et tous les humains sur Terre, ils ont une façon de voir les choses qui leur entraîne des émotions, qui leur entraîne des actions et qui leur entraîne des résultats. La majorité des gens, ils veulent changer les résultats, mais ils sont pas prêts à changer les 3 trucs auparavant. Tu vois. Le premier à changer, c'est pas sa décision, c'est pas ses émotions, c'est sa façon de voir les choses. Tant qu'elle voit les choses comme la prospecte au début d'appel, tu pourras jamais la signer. Tu en signeras 1 sur 10. Globalement, Ok. Ok, ça marche. Ça marche comme elle a. Bah, écoute, on se tient au courant demain. Je t'envoie un WhatsApp. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On va s'arrêter là. Non, mais juste good job de nous avoir partagé ça. Elliot, je sais que c'est pas forcément facile, sachant qu'il y a beaucoup de choses que tu as fait aussi de bien. Tu as lâché trop tôt. C'est étonnant venant de ta part, mais je sais, c'est pour ça que tu nous as partagé l'appel. C'est parce que tu m'as dit que justement, tu n'étais pas content de cet appel et que tu savais que tu aurais pu faire beaucoup mieux et tu fais déjà beaucoup mieux en ce moment. Peut-être de ton point de vue, si tu devais peut-être avoir 2 pépites, tu vois, que tu retiens un peu de l'écoute d'appel qu'on a fait, et si tu devais avoir le même appel là dans 1 heure, ce serait quoi peut-être les 2 pépites que tu retiendrais? Je pense qu'il y a 2 axes. Niveau savoir-faire, ça va être ma capacité à pouvoir, en apportant des perspectives différentes, à pouvoir mettre du doute. Ce que tu dis souvent en coaching, c'est par rapport à ta manière de penser, prospect, il y a 2 côtés de la pièce. Il y a le côté que tu vois aujourd'hui, où tu me dis que prendre une décision émotionnelle et rapide, c'est pas la bonne chose. Et il y a l'autre côté de la pièce qui fait que potentiellement que ça te freine dans le passage à l'action, que tu prends pas les bonnes décisions, que tu mets du temps, que tu reportes, que tu procrastines, etc. 100%. Travail de dépolarisation au passage. On sort d'un coaching reframe là-dessus, donc ça tombe bien. 100%. Ouais, exactement. Donc ma capacité à pouvoir mettre du doute et à sortir du technique. Alors là, je parle de moi en général, sur cet appel, ça s'est vu, mais c'est sortir du technique et vraiment m'attacher à ce que la personne, elle me dit pour pointer du doigt les incongruences dans son discours. Parce que je pense que jusque-là, ça m'est jamais arrivé de pointer du doigt de l'incongruence et de lui poser la question et que la personne, elle se dise « Ah merde, c'est vrai, c'est pas logique en fait ce que je dis. » Et donc ça va être un travail que je fais et que je vais continuer à devoir faire. C'est pointer du doigt les incongruences par rapport aux perspectives que je lui apporte, par rapport à... Voilà, on sait que souvent après l'investissement, après l'annonce dans l'investissement, la personne elle a un BPM à 450. Donc il faut pouvoir faire en sorte d'attendre, de chill et derrière de pouvoir construire une logique qui défie un petit peu ses doutes et ses croyances. Ouais. Mais je pense que c'est les 2 gros axes sur lesquels il faut que je travaille et pour ça il me faut du tangible, donc il faut que je regarde mes appels pour savoir où ça pêche et quel frame ou quelle perspective je dois apprendre par cœur. 100%, ouais. Et avoir la capacité un peu de tellement connaître ton process que tu as la capacité de le modifier, tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Et ouais, 100%, t'adapter à ton prospect, rebondir sur ce qu'il te dit, sachant que niveau technique, t'es déjà très très bon. Donc ouais, 100%. J'en profite juste quand même,
pour encore une fois te remercier d'avoir partagé cet appel, sachant que tu es vraiment un top closer et que l'appel qu'on a écouté là était justement à écouter parce qu'il y avait des axes d'amélioration, que tu as des appels masterclass ou voilà, je sais que tu as déjà fait des très grosses factures et t'es top performeur dans beaucoup d'écosystèmes dans lesquels tu es passé. Donc félicitations juste de partager ça. Souvent je juge la qualité d'un closer aux appels qu'il m'envoie, tu vois. Je demande un appel, juste ça c'est un tips que je dis quand je recrute un closer, je lui demande de m'envoyer des appels et je vais voir quel type d'appel il m'envoie, tu vois. Et le meilleur closer et tous les meilleurs closers que j'ai eu, c'est des closers qui m'envoient des appels qui étaient closables, qu'ils auraient pu closer. Qui me dit ok là. Et envoie-moi du feedback. Ouais, envoie-moi du feedback. Parce que je veux dire, t'aurais pu nous partager aujourd'hui un de tes meilleurs appels que t'as fait où t'as closé une offre à 10, 15, 20, même 30 000 euros, tu vois, que ce soit avec nous ou sans nous, où t'as fait une super gestion d'objection pendant 20 minutes, que beaucoup de clients ont pu regarder, t'aurais pu partager ça. Donc voilà, félicitations juste par rapport à ça. Mettez de la conscience, écoutez vos calls, formez-vous avec les bonnes personnes. J'espère en tout cas que ça a pu apporter de la clarté. Je pense que c'est une objection qui a beaucoup. Le côté émotionnel, rationnel, je pense que ça a apporté pas mal de clarté aux personnes qui nous regardent. Et puis, on se voit très vite du coup pour un prochain podcast interview quand on sera à Dubaï. Il était temps. Yes.